Les gens sont dit putain, merde, tout est différent. La prod, le texte, tout, c'est super, c'est ça qu'on veut. Ça va être une petite virgule dans l'histoire au moins de Damso, tu vois. Après, peut-être plus dans la musique, mais ça a ouvert des portes. Tu dis, ok, on peut arriver sur d'autres prods, on peut kicker ce genre de trucs, on peut arriver avec d'autres thèmes, mais bon, faut porter le truc jusqu'au bout, quoi. Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Les Track Bastards, c'est la réunion de Joa et NKF, un duo qui travaille entre Paris et Montréal et compose des beats sur les albums de PNL, Damso ou Moa Lasquale. Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch sont allés poser cette question dérangeante aux Track Bastards à propos du sulfureux Julien de Damso. Et vous accepteriez de signer la musique d'un titre qui raconte la vie d'un pédophile? Entre les guibolles d'une mineure retraitée, ses lèvres d'en bas sont atteintes de logorée. Julien les aime fragiles pour l'innocenté. Julien les aime fragiles, pouvoir tout tenter. Taille de pénis méprisée par mère nature. C'est vu devenir la risée du monde adulte. Boulot ordinaire, derrière, ordi, carte mère. Pornographie infantile en sauvegarde temporaire. Excité dans tous les milieux, fort étriqué, brimé et ennuyeux, souillé, contagieux. Aime les mômes et les mômes l'aiment pour ce qu'il n'est pas. Ou l'aime pour ce qu'il sera, qu'après verge mouillé. Alors salut, moi c'est Nicolas Fèvre, on me connaît aussi sous le nom de NKF. Bonjour, moi c'est Joa, de la team Track Bastards. L'idée du morceau, comment ça vient? C'est tout simplement que quand tu bosses avec Damso, tu peux tout lui proposer, donc c'est plutôt cool. En gros, la direction c'était arriver sur un truc moins rap, en fait, carrément pas rap, et voir qu'est-ce qui peut se passer. Et finalement, je me suis dit, bon attends, dans la trap et tout, il y a des mecs qui sont carrément peut-être meilleurs que nous, on va carrément viser autre chose, quoi. Dans la prod, là, en vérité, il n'y a rien. Tu peux écouter toutes les pistes, tu vas jamais dire c'est pour Damso. Et en vérité, c'est ça qui a pu l'intéresser, parce qu'il en reçoit beaucoup des prods. Pour repartir sur Luz de Luna, c'est le même principe. On peut très bien présenter Luz de Luna à PNL, parce qu'on sait qu'ils ont artistiquement, ils sont super ouverts et ils vont avoir les idées. Les effets secondaires de mon premier les effets secondaires de mon premier 22. Sur scène, elle fout dans mes poches, me laisse des 0,6. Plus que quand j'étais moche, plus que quand c'était la crise. Charbon par lui, fleuris zombie. À peine le temps de la ken, pas le temps d'aimer. Le démon veut leur dédicace. J'y mettrai l'espace. Aujourd'hui, on a l'opportunité de tout faire avec le rap, parce que le rap c'est plus juste de la 808 et un mec qui pose énervé, quoi. Ça peut tout être en fait, c'est même la variété de demain entre guillemets, donc tu peux y aller en fait, tu peux tout proposer. Le premier élément, ce que j'ai posé, c'était des accords et sur le contretemps, quoi, un skank, un petit skank reggae, et puis après je suis parti dans un délire. Moi, je viens beaucoup du reggae, j'ai beaucoup kiffé le reggae quand j'étais plus jeune. Et ouais, j'ai voulu partir sur un truc ensoleillé, un peu soleil, avec des guitares, avec un skank. Et, sur un peu... Tu trouves ça ensoleillé, toi? Ouais, je trouve ça ensoleillé. En fait, après le skank, ouais, j'ai fait le beat, mais le beat, je le fais souvent en plusieurs étapes. C'est-à-dire que je vais commencer par grosse caisse claire, pour avoir un squelette. Et après, je reviens encore sur le beat après pour tout ce qui va être charlet, petite percussion, petite intervention. En gros, vous voulez que ça soit du bois, quoi. Ça pourrait me faire penser un peu à du Gainsbourg, des grands noms de la musique en général et qui m'ont beaucoup inspiré. Et, je trouve ça un peu similaire. L'élément suivant que j'ai utilisé pour continuer le morceau, je me suis sorti des guitares de mon chapeau.
Ouais, enfin, il a un chapeau qui ressemble à un disque dur. Un peu ouais, tu vois. Julien, c'est le pro pour te sortir un sample de guitare et te le tordre d'une telle façon qu'il a fait une mélodie qui ressemblait à rien avant. Moi, je sais pas comment il fait, hein. Mais ça, c'est le professionnel. Il trouve, attends, tu trouves plein de samples de guitare, il tord dans tous les sens, il met une note avant, une note après, il la pitch, il le time stretch, et c'est à toi d'en parler. Moi, j'en parlais parce que ça me fait triper. À chaque fois, ça, c'est son truc, quoi. Ouais, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, je prends plusieurs loops de guitare et je vais aller chercher dans cette loop ce qui m'intéresse. Et pour le mélanger à une autre loop, des fois je peux prendre qu'une seule note dans la loop. En l'occurrence pour ce morceau-là, j'ai dû mélanger au moins 5 ou 6 samples de guitare en fait. Mes guitares sont souvent inspirées des pays latins, quoi. Tout ce qui est espagnol, l'Amérique du Sud, des trucs très latins, et ça j'aime beaucoup, et effectivement, ouais, ça fait penser un peu à Manu Chao. Quand j'écoute le morceau, je dis putain, ouais, c'est vraiment cool. Et je dis à Julien, il y avait un son qu'on a depuis des années, tu te souviens, dans le disque dur, on se disait putain, ça ressemble à la note de guitare que Manu Chao, mais dans tout le Clandestino. Piou, ces petits trucs. Et on avait trouvé ce truc-là en faisant de la compo un jour, en étant sur des synthés, en se disant putain, ce truc-là, il faut le garder un jour qu'on aura besoin du son de guitare Manu Chao, on va le ressortir. Et en fait, j'ai retrouvé. Il se trouve qu'en plus, ce qui est hyper étonnant pour les gens qui connaissent les synthés, c'est Nexus. Donc c'est vraiment le synthé qui est hyper synthétique, qui n'a rien à voir avec de la guitare et encore moins avec Manu Chao. Et bim, bim, fallait juste trouver la bonne note, la mettre au bon moment. Et ça, c'était déjà le premier élément qui, pour moi, ça changeait vraiment le morceau parce que du coup, inconsciemment, un peu tout le monde connaît ce son-là parce que c'était vraiment la signature de Clandestino. Et je pense que ça a vraiment beaucoup joué dans l'album, dans le succès de l'album, parce que c'était kiffant ces petits sons. Et du coup, planqué comme ça dans la prod, plein de gens vont pas le capter, mais en fin de compte, on sent quand même, ça nous rassure. On se dit, ah ok, putain, c'est un son, je sais pas, mais j'aime bien cette prod. Bah oui, parce qu'en fait, il y a un son que tu kiffes dedans. Tu sais pas, mais on l'a mis dedans. C'est pas du tout l'original, c'est une grosse arnaque, parce que c'est Nexus, mais on l'a mis dedans. En général, ce petit son emblématique de Manu Chao le place sur le temps. Voilà, c'est vrai qu'il est... Et ben nous, on a fait l'inverse, forcément sur le contretemps. Donc merci Manu Chao. Il nous a pas envoyé de piste, c'est pareil, on l'a trouvé tout seul et je crois que c'est assez proche. Entre les guibolles d'une mineure retratirée, ses lèvres d'en bas sont atteintes de logorée. Julien les aime fragiles pour l'innocenté. Julien les aime fragiles pour pouvoir tout tenter. Moi ce que je veux c'est que les morceaux ils soient vraiment bien. Mais moi je me pose jamais la question de savoir si le mec est en train de rapper ou en train de chanter et je crois qu'aujourd'hui la frontière n'existe pas vraiment quoi. Et que c'est justement pour ça qu'on a pu envoyer une prod comme ça à Damso. Il y a 10 ans, et même encore avant, c'était quand même... il y avait des codes, quoi. Et quand t'en sortais, ils étaient pas trop corda, quoi. C'était, ah non, là c'est plus du rap, c'est de l'électro, quoi que ce soit. Maintenant, on n'est plus du tout là-dedans. Dans tous les groupes, et surtout avec l'autotune qui leur a permis de chanter quand même, d'aborder la mélodie qui, pour eux, pendant longtemps, c'était mal vu, en fait, de faire des notes, en fait. Taille de pénis méprisée par mère nature, c'est vu devenir la risée du monde adulte. Boulot ordinaire, derrière, ordi, carte mère, pornographie infantile en sauvegarde temporaire. Pour Damso, il a un chant, mais ça reste un chant urbain. C'est pas un chant pop-love, donc c'est pour ça aussi que ça nous perd, parce que c'est pas un chant qu'on a forcément l'habitude d'entendre, c'est un chant qui reste avec certains codes de l'urbain, et du coup, moi, je trouve qu'il a une grosse force pour ça aussi, Damso. Excité dans tous les milieux, fort étriqué, brimé et ennuyeux, souillé, contagieux.
Aime les mômes et les mômes l'aiment pour ce qu'il n'est pas, ou l'aiment pour ce qu'il sera, qu'après verge mouillé. Les artistes urbains qui se mettent à la pop, ben justement c'est ce truc magique en fait, tu captes pas trop en fait, t'as la saveur de la pop, t'as tous les bons côtés en fait, t'as le côté mélodique de la pop, t'as le côté kiki, alors c'est clair que jamais tu te poses la question, bon est-ce qu'il est en train de kicker ou en train de chanter, tu vas pas dormir en fait, faut juste écouter le morceau quoi. Le rap c'est simplement de la chanson, en plus quasiment tous les rappeurs maintenant font des mélodies. La mélodie des quartiers pauvres me suit quand je monte au casse-pipe. Pour m'en sortir, je dois faire des loaves. Maintenant je veux vivre plus survivre. Beaucoup on fait semblant d'y croire. Oh yeah. Mes frères d'armes sont mes frères de sang. La vie de prison. La voix sort du ghetto et elle résonne dans les hauts. Des grandes vélocités de toi. On a bien vu qu'il y a quand même des mecs qui savent écrire. C'est une autre façon d'écrire bien. Tu vois, parce qu'il y a quand même une petite couleur variée dans le morceau, on va pas se blaguer. Tu vois, il y a quand même un truc comme ça, ce petit chaloupement un petit peu simple, tu vois. T'envoyais ça à un rappeur à l'époque de la Dirty South, le mec, il dit, tu t'en fous de ma gueule, là, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, tu peux. Et le même mec, le même rappeur, aujourd'hui, va te dire, ok, là, je peux le faire. J'ai capté que je pouvais aller plus loin. Il y a un côté intuitif et débrouillard dans la façon de faire son truc, en fait. Il y a quelque chose toujours à l'arrache, mais en fin de compte, ça vient d'un truc... il n'y a pas de calcul après. Un mec qui fait de la pop, il va très bien, en général, savoir c'est quand un accord majeur, un accord mineur. Un rappeur, il s'en bat les couilles. C'est pas du tout son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment juste à la fin du morceau, se dire, ok, là, il y a une vraie vibe. Et quand un rappeur aime bien une prod, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude, sans trop de problème, il se transcende, en fait. C'est très intuitif, quoi. Et du coup, c'est vraiment dans le temps moderne, quoi. Ça marche vraiment. Et pourquoi j'ai l'impression que les artistes urbains sont plus efficaces pour marquer les esprits avec quelque chose qui sonne pop, c'est tout simplement c'est cet esprit du présent, maintenant, débrouillardise. Quelqu'un qui va venir de la pop, il va te faire un truc efficace musicalement. Le beat, la progression d'accords, la basse qui va bien, il n'y a rien qui dépasse. Les accords sont là, il n'y a pas une seule fausse note. Bref, en tout cas, tu sens que c'est des maths. Et les maths marchent. C'est des maths dans le sens où il y a quand même pas mal de règles à respecter, tu vois. Mais pour une jeune génération qui ont entre 15 et 19 ans, ces maths-là, ça les fait pas vibrer, en fait. Mais par contre, un mec, il va venir, un Migos, il va venir avec une instru où rien qui sonne juste, et genre, mais c'est ça que je vais écouter. Parce que le public change, en fait. Et que, moi, je dis pas que Migos fait de la pop, mais ils vont en faire. En fait, on a prévu avec Damso une séance de studio où on allait enregistrer ensemble, arranger ensemble, mixer, faire plein de trucs, tu vois. Être en studio, bosser, quoi. Et on avait prévu ça, et donc c'est pour ça qu'on s'était préparé un petit peu avec Joa pour faire une prod. Et donc on lui a envoyé, c'est ça, je pense, voire deux, je crois une semaine avant le début du studio. On a juste envoyé ça et ça a été instantané. En plus, voilà, il est très très rapide, il écoute vraiment tout ce qu'on lui envoie, donc c'est cool. Il a écouté, il a kiffé, il a dit ok. Fais le vide, fais le vide, il fait le vide. Julien aime les gosses. Fais le vide, fais le vide, il fait le vide. Julien aime les gosses. Je sais qu'il a super kiffé la prod et qu'il en a super chié pour trouver ce qu'il allait faire. Il a écouté en loop, après il m'appelle, je crois que c'était le lendemain, il me dit mec, j'ai écouté ta prod pendant 8 heures d'affilée, comme ça. J'ai d'accord, donc t'es fou, mais ça je le savais. Écouter la prod pendant 8 heures, il me dit voilà, je voulais tellement la faire et je voulais vraiment trouver le bon flow. Il n'y a rien qui me venait, mais j'adorais la prod, quoi. Il fallait que je trouve un flow absolument dessus, et donc je pense que c'est aussi parce que c'était un style nouveau pour lui, quoi. Mais il a laissé tourner pendant hyper longtemps, et il m'a dit à peu près 8 heures. Je faisais d'autres trucs, mais je l'écoutais tout le temps. Il n'y avait que ça qui tournait. À un moment, boum, le flow, il est venu. Le premier flow, il m'a dit, là, c'est bon. J'ai commencé à écrire, et il était super enthousiaste. Il m'a dit, ok, on va faire ça en studio. Taille de pénis méprisée par mère nature. C'est vu devenir la risée du monde adulte. Boulot ordinaire, derrière, ordi, carte mère. Pornographie infantile en sauvegarde temporaire. Excité dans tous les milieux, fort intriqué, brimé et ennuyeux, souillé, contagieux. Aime les mômes et les mômes l'aiment pour ce qu'il n'est pas, ou l'aime pour ce qu'il
Avec Damso en studio, c'est super simple parce qu'il est quand même assez rapide. Il est très préparé. Moi, je l'ai jamais vu venir écrire. On n'a pas beaucoup enregistré ensemble, mais bon, quand il est venu, il était prêt. Il savait vraiment ce qu'il voulait. On met la prod, il va derrière le micro et en général, on n'a pas besoin de faire trop de prises. On cherche un truc en plus assez naturel. Il a vraiment ce côté rappeur que je connais depuis des années. C'est-à-dire, t'arrives, t'es prêt, tu poses, t'es pas là pour perdre du temps, quoi. Le flow était super travaillé. J'ai découvert le texte, la mélodie, direct. J'étais derrière la vitre, j'appuyais sur le bouton. Lui était derrière le micro, j'écoute le truc, je fais OK, waouh. Et là, j'ai bien capté que c'était vraiment, vraiment chaud, quoi. Et puis après, on a fait pas mal d'arrangements. Je lui ai proposé aussi pas mal de trucs au niveau des voix, au niveau des effets, le aou qu'on a. On voulait avoir un truc un peu sauvage, doux mais sauvage, parce que quand même on parle de quelqu'un de dangereux, tu vois, potentiellement un pédophile, c'est quand même bizarre. Effectivement, j'ai pas assisté à la session de studio. J'ai reçu le morceau, il était fini. Je l'écoute, le morceau, je commence à hocher la tête et tout. Ah, putain, c'est bon et tout. Et quand je commence à comprendre le thème du texte, j'ai mes yeux qui s'écarquillent. J'étais très très surpris et je me dis, le mec, il a des couilles, quoi. Parce qu'il fait un truc qui est puissant et sur un thème très tabou, quoi. Au moins compliqué, quoi. C'est au moins un thème compliqué. Tu fais un texte qui parle de pédophile, avec un artiste qui fait des disques de diamants, c'est clair qu'il va forcément y avoir au moins un début de polémique. Mais globalement, il n'y a pas une si grosse polémique que ça parce que les gens l'ont compris, parce que c'est bien amené, tu vois. C'est vraiment, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués, qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas compris. C'est un peu normal parce que tout sujet sensible, même jamais tu l'abordes le mieux possible, il y aura forcément une part d'incompréhension, juste, bon, ok, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Moi, je sais, quand je te l'ai envoyé, Julien, quand même, t'étais agréablement surpris, mais quand même, t'as été choqué par le thème. Moi, j'étais carrément d'accord avec ça, je trouvais ça, ok, on y va, vas-y, on va à contre-courant, ça t'a fait un peu bizarre, quoi. Après, ça m'a fait complètement bizarre, je me suis demandé comment il allait pouvoir gérer ça et défendre le truc face au public. Maintenant, je l'ai kiffé quand même, mais effectivement, je me suis dit, il prend un sacré risque. Après, je me suis dit, merde, c'est notre instru, fait chier. Putain, un truc plus commercial, vas-y. Mais c'est que c'est un morceau qui ressort complètement dans son album et je trouve ça super cool, quoi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Comment vous appelez? Je m'appelle Julien. La petite voix du milieu, quand il demande à la fille comment elle s'appelle, moi je l'analyse comme un peu tout le monde, effectivement. C'est Julien, c'est ton mari, c'est ton voisin, ça peut être n'importe qui, ça peut être une femme, ça peut être un homme, et je pense que c'est pour ça qu'il a pris justement une voix féminine pour contrecarrer tout ce qu'on pourrait se dire, c'est le mec qui s'appelle Julien, il a 40 ans et forcément c'est un blanc pédophile. Ah bah oui, mais ça pourrait être une femme aussi, et je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça. Quelle vie vit-on quand on n'a pas la vie qu'on veut? Qui sommes-nous quand on ne peut être que ce que l'on peut? Enfermés par les dogmes et codes sociétals, cloisonnés par l'effort d'être ce qu'on n'est pas. Y a-t-il une médecine, une science pour ce que l'on rejette? Y a-t-il une vitrine, une fente ou un bout de fenêtre? Personne se connaît mais tout le monde prétend connaître l'autre. Une erreur de la nature, à qui la faute? Fais le vide, fais le vide, il fait le vide. Julien aime les gosses. Comment j'interprète le texte? Déjà, je veux dire, c'est juste un constat, tu vois, il n'y a pas de jugement, c'est ça qui est quand même intelligent. Il n'est pas en train non plus de dénoncer complètement, parce que bon, lui-même il dit, c'est un truc horrible, tu vois, je suis allé explorer quelque chose de très sombre dans l'humanité, quoi, et qu'en plus qui existe depuis sûrement la nuit des temps. C'est un constat moderne en plus, quand il parle à un moment des thérapies sur Paris, dans Paris Nord, hors de prix et tout. Enfin, je veux dire, c'est intéressant de voir un petit peu tout ce qu'il explore dans le texte. Et lui, je le trouve pas juge. C'est là où c'est quand même assez technique, quoi, d'arriver et de faire juste un constat en disant, bon, en même temps, le mec a quand même un problème et souffre aussi, quoi, parce qu'il en parle. Bon, il y en a qui doivent peut-être pas souffrir, être juste complètement pervers. Il y a quand même un point de vue là-dedans, mais il se pose aussi la question à la fin du texte, est-ce qu'on a les outils pour aider ou pour combattre ou pour éduquer? Je sais pas. C'est clairement des questions qui sont posées. Un pédophile, on sait pas comment il est arrivé là, mais il peut souffrir aussi de sa situation. Enfin, je veux dire, c'est un enfoiré, mais il peut souffrir. Enfin, je veux dire, il est même puni. Je veux dire, c'est sa punition.
On peut pas faire des choses comme ça sans souffrir. Donc il est pas en train de dire le pauvre il souffre. Je pense pas du tout qu'à ce moment-là dans le texte il est dans la compassion. C'est clairement un constat en fait. Incompris mais comprend quand on pourra le comprendre. Insomnie récurrente, pense à ce que les gens pensent. Julien vit ses vices et ses vies sans se faire prendre. Julien crie et s'écrie pour se faire entendre. Hôpitaux réputés, psychologues marginaux, séances au montant faramineux, plan Paris-Nord. Aime les gens mais les gens l'aiment pour ce qui n'est pas. Constamment dans la gêne, causée par ses torts. Julien c'est ton voisin, Julien c'est ton mari. Julien c'est sûrement l'autre, Julien c'est sûrement lui. Caméléon dans la nature, héros de dramaturge. Un costume cravate dans un bureau sans vie. Quelle vie vit-on quand on n'a pas la vie qu'on veut? Qui sommes-nous quand on ne peut être que ce que l'on peut? Enfermés par les dogmes et codes sociétals, cloisonnés par l'effort d'être ce qu'on n'est pas. Y a-t-il une médecine, une science pour ce que l'on rejette? Y a-t-il une vitrine, une fente ou un bout de fenêtre? Personne se connaît mais tout le monde prétend connaître l'autre. Une erreur de la nature, à qui la faute? C'est le vide. Pour moi, je considère aussi être au service du rappeur. C'est-à-dire que je fais une instru, elle est pour lui, et après, à lui de la kicker, de mettre le thème qu'il a envie. Alors évidemment, si le gars il me sort, si c'est un rappeur néo-nazi, bon, je vais peut-être tiquer là quand même. Mais je vais dire, bon écoute, ma prod, tu peux la mettre à la poubelle. Mais dans l'absolu, je suis pas trop regardant avec ça. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Moi, je fais la musique et... J'ai envie de dire que si jamais j'enregistre le gars et qu'il y a un truc que je trouve maladroit ou mal fait, je le dis tout le temps, ça c'est sûr. C'est compliqué parce qu'à partir du moment où le mec a pris ta prod, qu'il a pris des heures de studio, qu'il a enregistré, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, jamais tu lui dis je te passe pas la prod, il faut que tes arguments ça marche bien et il faut que tu saches aussi bien négocier. Parce que bon, c'est normal, le mec il s'est investi et tout, mais effectivement moi ça m'est arrivé sur des morceaux, bon des fois il y a une punchline, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il est en train de dire, mais bon après on est là pour entendre le point de vue de quelqu'un. Mais là je pense que la question c'est plus est-ce que jamais tout un sujet, comment il est amené, t'es pas du tout d'accord avec et que c'est un sujet vraiment sensible qui te touche profondément ou qui peut toucher la plupart des gens, ça peut être sur plein de sujets, tu vois. Si jamais j'ai l'occasion de lui dire, je vais lui dire, et puis même jamais j'ai pas enregistré le gars, je vais lui dire non, c'est pas possible. L'élément suivant, c'est le méloflûte, et ça c'est Joa qui a trouvé ce truc. Pour moi, c'est clairement Joa qui se transforme en Ennio Morricone à ce moment-là. C'est génial. Il a sorti une flûte du désert. Je pense que je l'appelais comme ça. Je donne toujours des petits noms aux pistes quand on est en train de composer. J'ai dû dire flûte du désert. Mais le morceau est western. Mais voilà, c'est parce que le morceau, il y a une mélodie un peu perchée dans les aigus, un peu planante. Un peu mystérieuse. C'est l'Indien de la caverne qui sort, quoi. Et qui rencontre Damso et... Oh. Ah, Damso en cow-boy avec des flingues, bon. Ouais, bah toujours. Normal. Oui, on peut aussi faire un parallèle entre les mélodies West Coast à la Dre et cette mélodie-là qui sont assez haut perchées dans les aigus avec un espèce de portamento. Came up in the game wearing khakis, not Kangol, strangling hoes. When asked about it in most interviews, I just laugh. Now I vacate with hoes with a gang of ass. One feeding me mangoes, the other lighting my hash. Rap tabloids writing Dre's lighting the ass. Came home uptight, ready to mash like a gas pedal. Get on that 64 Chevy level. J'essaie de mixer le côté western et... Le western West Coast, quoi. Western West Coast, tout à fait. C'est western et le western du futur, quoi. Du coup, ça rajoute une petite nostalgie, un petit truc qui te fend un petit peu le cœur. Alors que là, la prod est un peu fun, en fait. Un peu fun, et en fait, tous ces petits éléments, je trouve, c'est ça qui fait que ça rend le morceau touchant, en fait. Il y en a un autre qui est vraiment important d'élément, pour moi, c'est la mélodie d'orgue B3 bizarre sur le refrain. Pour moi, c'est vraiment le truc qui a vraiment emmené le morceau. Et ça a pris beaucoup de temps. Je me souviens, c'est moi qui jouais cette mélodie. Et là, j'ai passé pas mal de temps à chercher cette mélodie. J'en ai essayé beaucoup. Et garder ce truc-là un peu, je sais pas, ça me ferait penser à une sorte de Deep Purple, je sais pas, je dirais ça, une mélodie un peu lointaine.
beaucoup hésité aussi sur le volume. Fort, pas fort, je sais que j'ai grave hésité. Pour moi, c'était vraiment le truc qui allait marquer le morceau en disant vas-y, on assume jusqu'au bout. C'est même à fond, même la reverb, t'as l'impression vraiment que c'est un truc de Deep Purple. Ça me fait penser à ça en fait. Ou Pink Floyd, je sais pas, mais d'ailleurs j'ai beaucoup écouté les deux. J'ai essayé de chercher une basse, tout ce qui est plus classique. Si j'avais pu avoir un bassiste qui joue de la basse, j'aurais pris le bassiste qui joue de la basse. Ouais. On cherchait pas de 808, pas de portamento, non, vraiment le truc pur, quoi. Vers la fin du morceau, je fais la basse en fait. J'ai bien avancé dans le morceau et là je commence à mettre la basse et c'est à ce moment-là j'ai l'impression que le morceau il s'envole justement et c'est pour ça que ça me fait kiffer de faire la basse toujours un peu après. C'est super intéressant. T'as l'impression que tu mets des fondations après. Bon, c'est un peu bizarre. ça peut s'effondrer, mais souvent ça prend une ampleur. C'est là où je me rends compte, putain, le morceau il va être bon quoi. Avec cette basse là ça va cartonner. Enfin cartonner. Ça va me plaire beaucoup. Quoi. Déjà, faut que ça te plaise. Voilà. C'est pas dans comment tu vas le jouer, c'est surtout dans le son que tu vas mettre de la basse que ça peut tout niquer en fait. Si tu choisis un son qui colle pas avec le reste de ton morceau, c'est trop en décalage et du coup là je voulais que le morceau il reste, je voulais que ça fasse un effet de groupe. On a l'impression que ça sort d'une basse quoi. C'est pas traité, c'est un son qui est quasiment pas traité. Je crois qu'on a cherché dans un sampler des patchs de guitare, ça doit être Fender Bass, je crois que c'est ça, la jazz bass. De fortes chances que c'est ça. Vu que je l'ai enregistré directement avec Damso, j'ai fait tout le mix pendant l'enregistrement en fait. Pour moi c'était naturel, je me souviens même pas ce que j'ai fait en fait. J'étais en studio, ça allait vite, je lui ai proposé, il était à côté, complètement d'accord avec ce que je faisais. Plusieurs mois après, je me suis dit je vais quand même mettre les pistes séparées, je vais essayer d'améliorer le mix, je l'ai fait. J'ai envoyé à Damso, il me dit non, on a perdu un truc, je dis je crois qu'on a perdu un truc en fait. Donc l'instru, j'ai jamais touché. Comme je te dis, tous ces faits-là en fait, on n'est jamais revenu sur ce morceau, on est sorti du studio et y a rien qu'à changer en fait. Donc c'était super simple. Avec Joa, on a toujours un moment où on se dit bon là on fait que du détail. C'est-à-dire on est en train d'analyser chaque 5 secondes du morceau. On avance et dès que... En fait, il faut jamais qu'on se fasse chier. Il faut qu'on tienne le plus longtemps sans bouger parce que c'est ça qui est intéressant, surtout dans la musique comme ça. Il faut que tu arrives à durer le plus longtemps en se disant c'est vraiment bien sans qu'on touche à rien. Le détail est hyper important et moins il y a de détails, j'ai envie de dire, plus il est important le détail. Je crois que souvent ce morceau, c'est que du contraste et moi j'en parle souvent avec les artistes avec qui je travaille, je suis à fond tout le temps sur ça. Avec Joa, j'en parle souvent quand on fait des prods. Du contraste, faut du contraste sur tout, absolument sur tout. Et là sur ça, comme tu dis, il fait pa-da-pa-pa-pa-da. Fais le vide, fais le vide, il fait le vide. Julien aime les gosses. Ah ok quoi, le mec il est venu avec une petite mélodie tranquille au bord de la plage avec le cocktail et tout, c'est carrément, c'est un putain de contraste quoi, parce que c'est hyper musical, super détendu, genre on est là, on fait pas la papapap, mais c'est ça qui marche. J'aurais pas eu ça, on serait arrivé avec une instru sombre, texte sombre, le mec qui fait la gueule, mais ça aurait été de la merde en fait. Textuellement, ça aurait été aussi fort. Mais je veux dire, le ressenti, ça aurait été trop dur à porter pour un auditeur. T'écoutes, tu dis, j'ai pas du tout envie d'écouter. Là, tu peux l'écouter et ça peut quand même te mettre bien parce que musicalement, c'est comme il disait Joa, c'est quand même ensoleillé, c'est chaloupé. On est complètement dans, jamais tu prends la musicalité d'un côté et le sujet de l'autre, on est complètement aux opposés. Et c'est pour ça que le morceau peut fonctionner. C'est pour ça que le morceau a quand même plu. Par exemple, le Click TV. Tu cites des sources, c'est bien. Mouloud Achour, il a écrit une phrase et je trouve qu'elle résume très très bien le morceau. C'est-à-dire que c'est un morceau qui tiraille entre enjaillement et dégoût absolu. Et je trouve que c'est assez vrai, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est venu avec une autre couleur aussi, quand même. Je suis content parce que c'est vraiment la première fois c'est une prod entière qu'on a fait pour Damso, du début jusqu'à la fin. Je l'ai enregistré avec lui. Enfin voilà, c'est quand même une part de l'histoire et je sais que ça l'a beaucoup touché ce morceau, nous aussi.
Après, on va voir comment il va résonner dans le futur. Moi, j'en suis super fier du morceau, quoi. arteradio.com. Le bruit dans la vie que je préfère, c'est un peu cliché, mais j'aime beaucoup le bruit du vent dans les arbres. Le craquement des branches et quand il y a du vent dans une forêt et que tu te promènes, je trouve ça génial. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Ouais, merci. Dans la vie, le son qui me fait vraiment kiffer, je pense que c'est un peu cliché de dire ça, mais je crois que c'est le silence, vraiment. Toute la journée, je suis très sollicité niveau oreille et tout, et du coup, le silence, je sais vraiment très très bien l'apprécier. Je sais que des fois, les gens, ils vont rentrer en studio avec moi dans la voiture. Ah, tu mets pas de musique? Mais non, là, il me faut rien, s'il vous plaît.